Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire, Louis XIV et l'affaire des poisons. Deuxième partie. Les craintes du roi se confirment quand, quelques mois plus tard, par le plus grand des hasards, l'affaire rebondit. En septembre 1677, on découvre dans un confessionnal de l'église des Jésuites, rue Saint-Antoine, un billet parlant à mots couverts de poudre blanche que l'on devait mettre sur la serviette de la personne que vous savez. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de l'affaire des poisons. Et on a pensé qu'il s'agissait d'une atteinte à la personne même, à la majesté royale. Cette fois encore, c'est Nicolas de La Reynie qui est chargé de l'enquête et le policier prend cette menace très au sérieux. Son souci, c'était de déterminer jusqu'où ça pouvait aller et si effectivement la sécurité du roi pouvait être menacée. La machine policière s'enclenche. Agnès Walsh, historienne. La Reynie va vraiment mobiliser ses services de police et on se met à arrêter à tour de bras. Là, c'est le coup de râteau dans Paris, le coup de filet. Catherine Hermarie-Vieille, historienne et autrice de La Marquise des Ombres. Là, je suppose que la Reynie a dû se frotter les mains en disant « ça y est, on va arriver jusqu'à la dernière sorcière parisienne, à la dernière jeteuse de sorts et à la dernière marchande de poison ». Sous les ordres de La Reynie, Desgrais, son fidèle bras droit, lâche tous ses espions dans la capitale. Et voilà qu'un indique fait remonter un tuyau. Une devineresse a fait des révélations. Il y a une certaine Marie-Bosse, une grosse commère, pleine de vin, qui dit quelle clientèle, c'est extraordinaire, je n'ai chez moi que des princes, des marquis, des duchesses, encore 3 empoisonnements faits et je me retire. Encore 3 fois qu'elle disait, et puis ma fortune sera faite. Donc apparemment, ça n'était pas fait gracieusement, toutes ces choses-là. Celle qu'on va appeler la bosse, elle est dans sa masure, elle est dans un recoin de Paris, dans les bas-fonds, voilà, c'est celle des bas-fonds. Maître Cathy Richard, avocate pénaliste. Et puis c'est celle qui est assez stupide pour parler. Pour se dire que elle allait sortir de sa condition pourrie, de sa vie pourrie, et elle a été suffisamment stupide pour s'en vanter. Desgrais décide de lui tendre un piège. Il envoie chez la bosse une fausse cliente, une femme chargée de se plaindre d'un vieux mari gênant. Et la bosse lui dit, écoutez, revenez dans 8 jours, j'aurai ce qu'il vous faut. Ce coup d'achat, on appelle ça dans le jargon policier aujourd'hui un coup d'achat, est effectivement un superbe coup parce que là, en l'occurrence, ça a fait apparaître ce que les policiers subodoraient. René-Georges Quéry, ancien commissaire de police. C'est-à-dire que cette dame était effectivement une empoisonneuse. Mais évidemment, la forme, la procédure à l'époque, c'était quelque chose de, je dirais, de virtuel. Ce qui était le plus important, c'était d'être efficace. La bosse aussi est efficace. Elle confie une fiole de poison à l'épouse soi-disant malheureuse pour la débarrasser de son mari encombrant. Le piège se referme. Immédiatement, on arrête la bosse qui vivait dans une sorte de taudis d'ailleurs, avec au milieu des alambics. La bosse est une femme qui, paraît-il, s'intéressait beaucoup à une forme de poison qui était la ciguë. La ciguë, le datura, toutes ces plantes que l'on sait être toxiques. Jean-Claude Alvarez, toxicologue. Pouvaient être utilisées très facilement pour empoisonner les gens. Le plomb, le mercure, l'antimoine, l'arsenic aussi étaient utilisés de façon extrêmement fréquente. Docteur Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Le mercure, par exemple, on l'utilisait pour se traiter contre les vers intestinaux ou encore on le mettait sur la peau quand on avait le mal de Naples, c'est la syphilis, ou d'autres maladies dermatologiques ou sexuelles. On utilisait également le plomb, notamment pour sa vocation cosmétique autour des yeux. En fait, tout est un poison, c'est uniquement une question de dose.
L'époque était donc aux substances chimiques, aux plantes, mais aussi aux animaux. Des poisons même comportant des putréfactions animales, le fameux poison de Borgia qui était un crapaud qu'on avait gavé d'arsenic et qu'on avait fouetté. Alors les restes décomposés de ce crapaud, paraît-il, formaient un poison extrêmement violent. Bien sûr, des poisons de vipères et de serpents. Des mixtures abracadabrantes que concoctait la bosse dans son laboratoire de fortune. Interrogée par l'araignée, soumise à la torture, la bosse fait de nombreuses révélations. En fait, on est dans le trafic de stupes actuel. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des stupéfiants qui voyagent dans Paris, et là, on pense avoir un dealer. On a le dealer, on a une des têtes, et il va falloir qu'on sache à qui elle a donné, à qui elle a dealé. Donc, il y a des choses à dire. Elle en profite longtemps de la question, la bosse. Et quand elle va être interrogée, toujours selon les méthodes très rustiques, c'est le moins qu'on puisse en dire, de l'époque, c'est là qu'elle va dénoncer Catherine de C, épouse mon voisin, dite la voisin. Il s'agissait de trouver pire qu'elle, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il fallait, c'était absolument que l'attention des gens soit portée sur quelqu'un d'autre que sur elle. Ah, mais elle avait quelqu'un de tout trouvé. La voisin. La voisin. Une femme qui serait non seulement une empoisonneuse, mais aussi une sorcière. Celles qui devenaient des sorcières, c'était celles qui s'opposaient à la société. C'était, au-delà des rousses, c'était celles qui étaient des femmes libres. Et puis, il y avait des femmes qui avaient ce qu'on appelle une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles, à la ménopause, certes, mais surtout celles qui étaient jeunes, qui normalement auraient dû avoir des règles et qui n'en avaient pas, celles-ci étaient suspectes parce qu'elles gardaient ce sang, elles gardaient cette énergie, elles n'étaient plus entièrement femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles avaient eu un commerce avec le démon ou autre chose ? On est vraiment à 150% dans le fantasme. La voisin, elle va être interpellée à la sortie de la messe. Alors, on n'est pas dans les messes des hautes sphères, Elle est aussi, elle, des petits quartiers de Paris. Mais c'est une star, en fait. C'est à son niveau, elle est connue de tout le monde. La voisine est une bonne femme, c'est une petite femme grassouillette, sûrement très méchante. C'est des femmes qui ont réussi à émerger un peu par le crime. Par rapport à la bosse, l'avantage de la voisin, c'est qu'elle a plusieurs cartes. On va pas dire plusieurs cordes à son arc, mais elle est multicarte. Elle a fait dans l'accouchement, ensuite elle a fait dans l'avortement. C'était une faiseuse d'anges. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces anges ? On a trouvé chez elle un petit four. Un four, mais derrière une tapisserie. Quelle idée de cacher un four derrière une tapisserie ? Parce que dans le petit four, elle faisait brûler les fœtus. Elle faisait brûler ce qu'elle sortait, ses petits pâtés. La voisin avouera qu'elle a enterré dans son jardin le cadavre de 2500 enfants. Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction. Des fœtus d'enfants qu'elle aurait avortés. C'était quelqu'un qui faisait ce commerce-là et qui, en définitive, s'est dit je vais améliorer ma situation patrimoniale à travers des pratiques et le contact des gens de la cour, qui étaient donc d'une souche supérieure, surtout dans l'esprit du temps, a dû, quelque part, fasciner cette femme. Il faut vous dire que la voisin, elle avait la bosse du commerce. C'est une businesswoman. Chez elle, ça ne désemplit pas. Les carrosses s'arrêtent. Il y a une circulation devant chez la voisin incroyable. On raconte qu'elle a une robe extraordinaire avec un aigle à deux têtes. Elle joue à la princesse. Bien sûr que ces femmes ne pouvaient être que fières de voir des marquises, des comtesses et des duchesses venir chez elles, parce qu'elles n'existaient pas socialement, elles. Elles étaient le rebut de la société. Et tout d'un coup, ces rebuts de la société voient arriver chez elles ce qui est le top de la société, ce qui est le plus important, ce qui est la crème de la crème. Donc comment voulez-vous qu'elles ne soient pas fières de voir une duchesse arriver chez elles qui ont toujours été méprisées, écrasées, on leur a craché dessus. C'est une revanche extraordinaire, elles se sentent puissantes. Une revanche sociale qui conduit la voisin, comme la bosse, tout droit en place de Grève, où elles subissent le sort réservé aux sorcières.
fois que la personne avait avoué, il y avait un curé qui venait, qui faisait un signe de croix. On brûlait la personne, on la découpait en petits morceaux. C'était la culture de l'époque. Les sorcières sont brûlées vives, souvent avec une cage remplie de chats, ce qui est horrible. Les chats poussent des hurlements évidemment épouvantables. Ils griffent, ils essaient... affreux, passons. Ça permet non pas d'oublier le crime, le crime doit être mémorable, et justement le bûcher le rend mémorable par le spectacle des cris de celui qui est supplicié, mais d'oublier la personne qui l'a commise. Franck Collard, historien. Et également de donner évidemment une leçon édifiant le public qui sait à quoi il doit s'attendre si jamais il voulait imiter un criminel aussi abominable. La Voisin est partie en fumée, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Car on interroge maintenant sa propre fille. Maintenant que sa mère est morte, elle peut parler, c'est ce qu'elle dit. Et là, on va aller de surprise en surprise. Elle va donner la liste de toutes les personnes qui ont été des clientes de sa mère. Il fallait bien que cette histoire se termine au plus haut, dans le premier cercle. Et le premier cercle, c'est la fille, la Voisin, qui va l'atteindre. Parce qu'elle veut sauver sa peau. Sa mère, elle a vu ce qui était arrivé à sa mère. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir balancer pour essayer de me sauver la peau ? Et tout d'un coup, sort un nom magique, Madame de Montespan. Et à partir de là, l'affaire prend encore plus d'ampleur. La Montespan, c'est celle qui est à la droite du roi, ou presque. C'est celle qui est dans son lit. Et c'est comme ça que l'affaire des poisons, d'une affaire de faits divers exceptionnels, devient une affaire d'État. Madame de Montespan, c'est la maîtresse du roi, c'est la mère des enfants légitimés, elle occupe une position très importante à la cour, elle est surintendante de la reine, et tout le monde sait qu'elle est la favorite principale. Impliquée dans l'affaire des poisons, Madame de Montespan, c'est agiter vraiment un chiffon rouge devant le roi. Que Madame de Montespan se fournissait chez la Voisin, pas seulement de poisons, mais aussi d'aphrodisiaques. Tout cela est absolument stupéfiant, épouvantable. La marquise de Montespan aurait donc envoûté le roi avec des filtres d'amour, mais elle aurait surtout utilisé du poison pour tuer. La Montespan, dont on va dire que, oui, forcément, elle a eu besoin de la Voisin pour rester aux côtés de son roi. D'abord pour qu'il l'aime, les filtres d'amour. Ensuite pour qu'il ne la quitte pas. Et puis si vraiment sa situation devenait difficile, pour faire disparaître ses rivales. Il y a une rumeur qui part justement de ces milieux d'empoisonneuses, et aussi une rumeur qui bruisse à la cour que Madame de Montespan aurait empoisonné sa rivale, Mademoiselle de Fontanges, qui est morte dans des circonstances assez pathétiques. Mais bien sûr, toute mort brutale fait penser à du poison. On est vraiment dans un contexte de psychose. La marquise de Montespan a-t-elle éliminé sa jeune rivale, cette Mademoiselle de Fontanges qui lui a volé le cœur du roi ? C'est toujours la même chose, à qui profite le crime, qui prodeste, comme disent les juristes. Qui prodeste, effectivement, écarter Madame de Fontanges de l'entourage de Louis XIV pouvait avoir un certain intérêt. Donc, ce sont des enjeux de pouvoir, de reconnaissance, peut-être même d'amour légèrement pollué par les méthodes utilisées. Mais enfin, c'est cela. La Régnie est très, très interloquée et se demande jusqu'où on va aller. Et la fille, la Voisin, va encore plus loin. Elle accuse la marquise de Montespan d'avoir également voulu se venger du roi Soleil. Il s'agit de tuer le roi. Qu'est-ce que c'est ? Quelle monstruosité ! Le roi est immédiatement prévenu. Il y a plusieurs interrogatoires qui s'enchaînent. Et la fille, mon voisin, donne des détails de plus en plus probants. Des détails de plus en plus probants et de plus en plus terrifiants. Car Madame de Montespan se serait également livrée au pire à des messes noires.
Les messes noires qu'organisaient ces dames, on peut dire entre guillemets, étaient des messes qui étaient dites dans une cave d'une maison située dans un quartier particulier, dans une impasse. Enfin, s'il y avait des protections, évidemment, on les faisait dans les lieux les moins atteignables possibles. Et là, l'abbé Guibourg, en tenue de prêtre, célébrait la messe, soit sur le cadavre d'un bébé qui a été égorgé à sa naissance, soit sur le ventre de la femme qui voulait qu'un vœu s'accomplisse. Et l'abbé Guibourg, qui est un personnage d'une laideur repoussante, qui est âgé à ce moment-là, plus de 70 ans, qui perd la mémoire, il connaît pas bien il se trompe de date, il a un récit un peu haché. Mais l'abbé Guibourg raconte qu'il a dit plusieurs messes sur le corps de femmes connues. On se réunit, on essaye d'invoquer des esprits maléfiques pour nuire. On pratique le rituel inversé de la messe, où l'on peut adorer, au lieu d'adorer le Christ et la croix, on peut adorer un bouc, par exemple, dont on peut aller baiser l'anus, ça se faisait. Enfin, les messes dites, d'après la légende en tout cas, sur le corps même de la marquise de Montespan, et puis les sacrifices des enfants, et puis les fœtus, ou les prématurés, ou même des enfants jusqu'à 5 ou 6 ans, qui étaient sacrifiés dans un rituel luciférien, en quelque sorte, ou sataniste, on dirait sataniste maintenant. Des pratiques criminelles obscènes et contre nature qui seraient répandues dans le royaume de France. On va découvrir petit à petit ce réseau d'empoisonneurs, d'empoisonneuses, de sorcières, de prêtres qui célèbrent la messe sur des cadavres d'enfants ou sur des placentas ou sur des ordures diverses et variées. Le placenta est utilisé parce que c'est vu comme, si vous voulez, une sorte de rebut de la femme enceinte. Un peu comme le sang menstruel est une impureté, c'est une autre impureté. C'est un sang qui corrompt le métal, qui fait se ternir les miroirs, qui fait blanchir les cheveux quand on l'applique dessus. Donc il a vraiment une connotation très négative. On a découvert qu'il y avait des femmes qui allaient au gibet de Montfaucon pour récupérer des matières, on pourrait dire cadavériques, c'est-à-dire des doigts, c'est des morceaux de doigts de pendus, dont les effets toxiques, alors aujourd'hui paraîtraient assez dérisoires, mais on pensait que l'effet de la décomposition entrait dans la fabrication des poisons. Tout ça est extrêmement long et finit par réellement dégoûter Larénie, qui écrit au roi, qui souhaite être informé parce que c'est une procédure extraordinaire et que donc il a à être informé de l'affaire, qui finit par écrire au roi qu'il n'en peut plus. Larénie n'en peut plus et pourtant il n'est pas au bout de ses peines. L'infâme scandale qui éclabousse la cour prend encore de l'ampleur. Et la fille, mon voisin, parle aussi de la venue de mademoiselle Desœillet, qu'elle connaît. La Desœillet, une autre femme de la cour. La Desœillet était la dame de confiance de la marquise de Montespan. Elle voulait probablement se pousser auprès du souverain et aurait pu vouloir nuire à la réputation de Madame de Montespan. Mettre du poison à la place d'un élixir de beauté ou quelque chose comme ça, ou d'un filtre d'amour, n'est pas exclu dans un contexte de rivalité. Cette Desœillet a été aussi, à partir de 1674-75, une petite maîtresse du roi. Elle a eu une fille qui s'appelle Louise de Maison-Blanche, qui n'a pas été reconnue par le roi. Et il semble, d'après certains aveux, d'après certains documents, qu'elle en était extrêmement mortifiée et qu'elle en ait voulu au roi au point de vouloir empoisonner le roi. On a quelqu'un qui a un vrai profil de suspect, c'est Madame Desœillet. Qu'est-ce qui peut plus toucher une femme que le fait qu'on ne reconnaisse pas ses enfants? Et on peut aussi imaginer la Desœillet ourdir, elle, un complot à la fois contre le roi, dont elle pourrait se venger, un complot contre Madame de Montespan, qui est finalement toujours entre elle et le roi. Autrement dit, la Desœillet avait plusieurs mobiles et l'occasion de faire du
c'est une pierre deux coups. Dans la mesure où ces meurtres touchent un grand nombre de personnes, et notamment des membres très proches du roi Louis XIV, on est évidemment en droit de se poser la question de savoir si lui-même n'a pas été visé. Le roi Soleil est horrifié face à l'ampleur du scandale. Que va dire l'Europe, qu'il domine à l'époque, en apprenant que son royaume et sa cour grouillent d'empoisonneuses ? Et le roi, effaré devant toutes ces affaires, va décider en avril 1679 de créer une chambre ardente. Alors c'est un surnom, c'est une juridiction spéciale. Quand le roi a conscience que ça remonte jusqu'aux dames de la plus haute noblesse, il va créer une chambre particulière au Parlement, éclairée au flambeau, c'est pour ça qu'on l'appelle la chambre ardente. Devant un crime extraordinaire, il fallait une sorte de juridiction extraordinaire. C'est la justice spéciale avec des pouvoirs d'investigation spéciaux qui est mise en place et qui débouche quand même donc sur les interrogatoires de plus de 400 personnes. Il y a toujours eu, en dehors d'une justice soumise, la volonté du pouvoir de créer vraiment des tribunaux où on faisait de la justice ce qu'on voulait. Alors, pour faire beau, on mettait des juges. Donc cette chambre ardente, présidée par un haut magistrat, le Boucherat, avec 2 magistrats instructeurs, Bazin de Bezon, conseiller d'État, et puis Gabriel Nicolas de la Reynie, le lieutenant général de police. La chambre ardente, qui est une institution de jugement, n'aurait jamais dû y participer dans une vraie logique, dans une logique chimiquement pure de séparation des pouvoirs. Mais bon, c'était le début du commencement des balbutiements de la police et d'un début de justice, donc on lui pardonnera d'avoir participé à cette mascarade de justice. Ce sont des gens qui sont des juges, mais qui ont toute la confiance du roi, bien sûr, parce qu'il va entendre des choses qui doivent rester absolument confidentielles. Pourquoi ? Parce que l'affaire Brinvilliers avait conduit le roi à dire « vaut mieux une justice efficace, mais discrète ». Il est hors de question d'aller exécuter des princes ou des favorites, même s'ils étaient ou pas, mais même s'ils étaient éventuellement soupçonnés sérieusement, voire peut-être coupables d'avoir tenté d'empoisonner le roi, on ne pouvait pas tuer quand même des nobles, des proches du roi, des gens de la cour. Donc la sanction, pour eux, ça a été l'exil. On veut bien que les juridictions jugent les valets et les servantes, mais on ne veut pas qu'ils jugent éventuellement les gens de la cour. Les puissants, de toute façon, tout est organisé pour qu'on ne soumette pas leur cas à la justice. C'est ainsi que plusieurs dames de la haute prennent tout simplement la fuite. Les grandes dames, certaines s'exileront dans leur château en province, d'autres partiront à l'étranger. Celles qui restent à Paris seront pour la plupart, vous savez, elles ont des arguments, ce sont des femmes très hautaines, très sûres d'elles, elles ont des arguments définitifs, elles ne seront pas condamnées. Il n'y a pas de condamnation, à part Madame de Brinvilliers, de grandes dames. Elles se défendent, elles obtiennent un non-lieu, ou elles partent, elles s'enfuient, elles partent sur leur terre tranquilles. Elles savent qu'elles ne reviendront jamais à Paris, donc elles n'inquiètent plus le roi. Elles n'inquiètent plus le roi, mais le roi est loin d'être serein pour autant. Cette affaire des poisons l'empêche de dormir. Pendant plusieurs mois, on réfléchit, on dit qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment s'en sortir ? Il y a une suggestion qui est faite probablement par la Reynie, c'est de dire on ne peut pas arrêter tous les procès. Donc il faut mettre tous ces faits particuliers, tous ceux qui ont parlé de Madame de Montespan, on va les mettre à part et on va continuer les procès avec ceux qui n'ont jamais nommé Madame de Montespan. Et le roi, qui en a donc plus qu'assez de cette affaire qui porte ombrage à son règne, prend une décision radicale, à peine croyable.
Quand on s'aperçoit que même avec cette juridiction spéciale, ça pourrait mal tourner pour la Cour, eh bien, il y a les interventions de Louis XIV sur le lieutenant général de police de la Reynie pour dire, dès le moment où les gens de la Cour sont cités, a fortiori, si c'est la marquise de Montespan, vous ne transmettez pas ces pièces-là, vous les gardez à l'extérieur. Louis XIV est obligé presque de commencer à faire machine arrière pour dire, attention, tous les interrogatoires des prisonniers mettant en cause, d'une façon directe ou indirecte, Madame de Montespan, vous devez les mettre à part, dans des procès-verbaux à part. C'est ce qu'on appelle les faits particuliers. Monsieur de la Reynie, vous comprenez bien que la marquise de Montespan, ses demoiselles de compagnie et sa belle-sœur, la baronne de Vivonne, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, vous mettez ça de côté. Donc on ne le soumet pas à la Cour. Et puis quand cette Cour, malgré tout, pourrait faire ressurgir, eh bien on la dissout. Alors là, Louis XIV prend connaissance de tout cela. Il dit, attention, c'est fini, il faut arrêter. Donc on suspend la chambre ardente, on suspend tous les procès. C'est parti tellement dans toutes les directions qu'effectivement, à un moment donné, il fallait couper, quoi. L'idée, c'était d'éviter que la tache, cette macule de l'usage du poison, n'atteigne le soleil lui-même. Et donc, quelles qu'aient été les responsabilités de Madame de Montespan, dont on est à peu près sûr qu'elle avait quand même fait fabriquer des filtres pour garder l'amour de Louis XIV et pour éliminer la fameuse Fontange, là, qui était une rivale potentielle. On est sûr donc qu'elle a trempé dans ses affaires de poison. Mieux valait la blanchir, effectivement, pour éviter que l'infamie retombe sur la personne royale. Ça a simplement eu pour objectif de protéger, c'est la raison d'État, de protéger le monarque au nom de la raison d'État d'une quelconque rumeur le concernant. Et justement, la favorite de Louis XIV, la marquise de Montespan, va connaître un sort tout à fait particulier. Le roi demande à parler à Madame de Montespan. Ils se verront longuement tous les deux. Ils se verront pour la dernière fois de leur vie en tête-à-tête. Après, Madame de Montespan déménage. Elle quitte le grand appartement qu'elle occupait à Versailles pour aller dans un petit appartement, dans une aile secondaire. Et c'est vraiment la fin de l'influence de Madame de Montespan. Je pense qu'elle a bénéficié de l'indulgence décrétée de Louis XIV, qui voyait la mère de ses enfants. Elle n'a même pas été chassée de la cour. Après, elle a été petit à petit dégradée dans l'ordre protocolaire avec l'attribution de pièces de vie qui ne correspondaient plus à son standing d'alors. Mais elle n'a pas été véritablement inquiétée judiciairement. La marquise de Montespan écartée, les empoisonneuses, devineresses et autres sorcières des bas-fonds paient de leur côté le prix fort. La justice passe, la justice est sévère, la justice est exemplaire et édifiante, comme on disait à l'époque. Finalement, on liquide toutes ces affaires des poisons, là, tous ces procès, avec encore des exécutions, et on décide de faire enfermer tous ces 30-40 personnes qui ont parlé de Madame de Montespan, car ces personnes, elles sont nombreuses. Ceux-là sont restés enfermés, qui à La Rochelle, qui dans telle autre forteresse, à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Ils étaient attachés avec leur anneau contre le mur et ils étaient assis à se contempler en permanence les unes et les autres. Et la plus ancienne a résisté, c'était une femme, c'est donc pas étonnant, pendant 42 ans. Donc une esquisse assez grossière de justice, mais qui correspondait à l'ère du temps. Et pour faire disparaître définitivement les effroyables accusations contre sa favorite... Tout est brûlé. Tout le contenu de la cassette des feuilles réunies au cours des délibérations de la Chambre ardente sont brûlés devant le roi. Le roi est là pour être sûr qu'il ne reste aucune trace. Et c'est le roi qui lui-même va extraire chacune des liasses des 29 tomes de tous ceux qui avaient mis en cause la marquise de Montespan ou ses dames de compagnie ou sa belle-sœur, je ne sais plus trop qui encore, tout ce qui touchait à la cour du roi. Eh bien, ça a été brûlé, ça a été détruit.
Cette affaire est un vrai scandale d'État et un vrai scandale politique parce que réellement, ça a secoué la monarchie. Il y aura des choses qu'on ne saura jamais sur cette affaire des poisons, probablement plus de noms que l'on ne connaît, probablement plus de choses assez effrayantes, genre messe noire, mais encore peut-être plus répugnantes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça reste un mystère et finalement, pourquoi pas ? On manque quand même cruellement de pièces, de vraies pièces à conviction. Donc aujourd'hui, ça fait le bonheur des romanciers, des cinéastes et de tous les artistes possibles imaginables. Ça permet de laisser un vaste champ à l'imagination. Il reste des tas de mystères. C'est d'ailleurs une des constantes de la vie judiciaire. Il faut bien avoir conscience que la vérité judiciaire, pour nécessaire qu'elle soit, n'est qu'une infime partie de la vérité tout court. Au final, de cette sombre et ténébreuse affaire, il émerge tout de même quelque chose de positif. Une législation pensée sur mesure, ratifiée dans un édit en 1682. Louis XIV prend le soin dans cet édit de rappeler que l'empoisonnement, parce qu'on savait que c'était déjà la pratique, était puni de mort, et il proscrit du royaume les devins, les enchanteurs et les magiciens. Ce sont ceux qui bricolaient avec ces officines de poison et qui promettaient je ne sais trop quoi à leurs clients moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Louis XIV devient donc à l'époque le premier législateur dans le domaine du contrôle et de la sécurité des substances vénéneuses. Ces produits ne seront désormais utilisés et vendus que par des professionnels. De cette affaire, qui finalement aujourd'hui pourrait ressembler à l'instruction d'un trafic de stupéfiants avec ses ramifications, finalement naît l'idée qu'on va légiférer, en tout cas qu'on va régulariser l'usage de certaines substances qui pourraient être nocives. Et c'est de cette affaire des poisons qui va naître presque ce qui est encore utilisé aujourd'hui pour interdire des produits qui vont être classifiés. Et aujourd'hui, on n'a plus les bagues pour pouvoir ouvrir la bague et déposer un poison dans le verre de son voisin, poison, filtre d'amour ou autre substance, toujours interdite de nos jours. Reste la question qui a hanté l'Arénie et qui, durant 400 ans, a fait couler beaucoup d'encre. Y a-t-il eu tentative d'empoisonnement contre le roi ? Avec les outils de la médecine légale et de l'archéologie, ce qu'on appelle la paléopathologie, on pourrait maintenant être quasiment certain de la cause de mort des victimes de la Brinvilliers et de ses comparses. Docteur Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. D'abord, la première étape, c'est authentifier le cadavre, savoir l'identité du défunt. Une fois qu'on est sûr et certain que c'est bien le bon cadavre et bien la bonne victime, et bien ensuite on va faire des prélèvements multiples au niveau de les ossements, au niveau de ce qu'on appelle le fluide de putréfaction solidifié, c'est ce qui reste du cadavre qui s'est décomposé, et là-dessus on peut faire énormément de diagnostics rétrospectifs, notamment toxicologiques, pareil sur les cheveux, pareil sur les poils, 300 ans, 400 ans plus tard, c'est totalement faisable et réalisable. Finalement, dans cette affaire des poisons, il y a eu un nombre incalculable d'accusations, mais très peu de preuves. De quoi laisser planer un doute pour l'éternité. Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imen Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.